Bien, je vous propose que nous commencions, puisqu'il y a certainement beaucoup plus d'inscrits que de présents prévus, mais d'abord, pas obligé que tous les inscrits viennent, puisque c'est assez classique que les gens s'inscrivent plus qu'ils n'arrivent à venir. Puis comme il y a quand même aussi un filtrage qui fait que ça peut prendre un peu de temps, on n'a pas une vraie lisibilité sur le nombre de personnes qu'il est raisonnable d'attendre encore. Et comme le temps est là, on va le faire. Alors, il faut que je parle plus fort? Oui, je parle plus fort. Alors, d'abord, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être de retour dans cette salle où pour beaucoup, vous êtes maintenant assez réguliers à venir. On en est très content et on voit que d'ailleurs, le public s'élargit. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la nature des questions qui fait qu'on gagne de l'intérêt auprès de personnes que les questions précédentes n'avaient pas séduit, ou bien que simplement, voilà, la rumeur s'enfle. Et alors maintenant, de plus en plus de personnes se manifestent. Et c'est le sens de ce qu'on cherche. Hein. C'est que l'occasion qu'on essaye de produire soit le moyen de se retrouver entre collègues, personnes qui à des titres diffèrent, se trouvent confrontées dans les mêmes affaires et qu'on puisse échanger. Il n'y a pas ici de choses à enseigner, de choses à dire et qu'il faudrait accepter. On a plutôt l'idée qu'on a besoin de mettre en scène les questions sur lesquelles on travaille les uns les autres et dont on est loin d'avoir les réponses. Ce qui compte par contre, c'est qu'on ne perde pas les questions, justement. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait proposé comme thème de partir de la difficulté qu'avaient exprimé un certain nombre de jeunes qui rentraient dans le métier, à s'y retrouver, à trouver leur place dans des organisations professionnelles où ils ne se sentaient pas forcément très à l'aise. Et donc leur situation de personnes qui démarrent les mettait en possibilité de pointer des écarts, des distances entre ce qu'ils attendaient et ce qu'ils trouvent. Et pour certains d'entre eux, les avait incités à essayer des formules dont il ne s'agissait pas de faire des exemples, mais plutôt des symptômes, des indications de ce qui se cherche à travers les façons qui s'inventent par rapport à ce qui existe. Et donc ça renvoie à la manière dont le métier, nos métiers s'y prennent par rapport aux questions qu'ils veulent travailler. Et c'est ça qu'aujourd'hui, une manière de second moment, on voudrait essayer de mettre en discussion ensemble. Il y a deux idées qui se croisent d'une certaine façon. La première, c'est que les spécialistes du travail qu'on se donne être, de plus en plus, sont interpellés dans les interventions qu'ils mènent, sont interpellés par la façon dont le cadrage économique est essentiel ou pas pour comprendre les questions sur lesquelles ils sont appelés. Il y a un enjeu ici de définition du périmètre du regard qui de plus en plus, nous semble-t-il, invite à poser les questions du travail en référence aux questions économiques que le travail est censé traiter, mais que l'organisation du travail a tendance à maltraiter, justement. Donc il y a une tension sur laquelle on est interpellé entre des organisations qui confient au travail la capacité de prendre en charge des questions économiques, mais ces questions économiques les organisent de telle sorte qu'elles maltraitent le travail. C'est là-dessus que souvent on intervient et qui pose au départ même pour les intervenants des questions de compétences, des questions de cadrage de leur métier. Et évidemment, ici, il faut tout de suite indiquer, car c'est une question sur laquelle on est nous-mêmes pas mal en discussion, bien indiquer que ce n'est pas parce que tout d'un coup la dimension économique prendrait du poids que ça appellerait à faire glisser le regard d'une façon qui lâcherait le travail. Donc il faut bien poser la façon dont ça entre dans des tensions qui reconfigurent la place relative des dimensions et que c'est ça qui est un peu l'interrogation professionnelle. Mais en même temps, on peut dire que le travail même des consultants
dans les organisations où ils sont, les confrontent aux mêmes questions. Car ces organisations où ils sont aussi structurées à partir de considérations économiques, sont également prises dans un certain nombre de contraintes, de représentations de ces contraintes, d'enjeux et d'objectifs économiques, dont la question c'est comment ça pèse, comment ça structure le contenu même du métier, et comment les ergonomes dans ces structures-là se retrouvent dans des conditions d'emploi où ils retrouvent des questions sur lesquelles ils sont appelés à intervenir quand ils sortent de leur structure. Et là, on est donc appelé à réfléchir sur le lien qu'il y a entre ce qu'on pourrait appeler le modèle économique du conseil et le contenu professionnel qui arrive à se définir, à se développer dans ces structures de conseil. En d'autres termes, si on cherche à valoriser une dynamique du conseil en termes d'intervention, c'est-à-dire de capacité clinique, d'écoute des questions, d'accompagnement des processus qui essayent d'inventer des réponses, on a des problèmes d'organisation de la capacité, d'organisation de la charge, de financement de la ressource, et donc d'organisation économique qui se trouvent immédiatement interpellés. Je dirais qu'un point de cristallisation de ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la question du marché. Il y a une fiction selon laquelle il y a un marché du conseil. Ceci n'a de vérité, on va y revenir dans un instant, que sous l'hypothèse d'un certain contenu du conseil qui supposerait qu'il délivre des produits qui, alors effectivement, auraient un marché. Mais si ce conseil se déploie plutôt dans l'esprit d'être une intervention, mobilisant des relations, il n'y a pas de marché de ça, parce qu'il n'y a pas de moyen de comparer ce qui se met en mouvement, qui n'a pas d'existence en dehors de la relation. N'empêche que, métaphoriquement et dans le langage commun, on parle bien de marché. Et qu'il y a des organisations de la relation marchande qui font comme s'il y avait un marché. Et ce qu'on va essayer de discuter, c'est qu'est-ce qu'on gagne à réfléchir à nos activités en mobilisant le concept que Christian a développé ailleurs de relation marchande sans marché. Car il y a bien une relation marchande, c'est un fait, mais pour autant il n'y a pas de marché, et que toute la question, c'est comment, si on se laisse prendre par l'idée qu'il y a un marché, on est piégé par un modèle qui vous embarque automatiquement dans une certaine manière de penser le métier, sans que pour autant on puisse dire qu'on sache exactement ce que signifierait de s'organiser sur une relation marchande sans marché. Car ça définit bien une absence, mais pas exactement ce qui existe alors. Vous avez compris que nous n'avons pas ici de solution toute prête de laquelle on pourrait se prévaloir pour vous dire la façon de s'y prendre. Par contre, on est assez embarqué dans le questionnement. Et donc, ce qu'on vient vous proposer, c'est de rejoindre la question, ou qu'on se joigne dans cette question, pour essayer d'inventer des solutions qui peut-être ne seront pas au rendez-vous de ce soir, mais qui sont dans les rendez-vous de nos métiers à très court terme et organisent les tensions dans les systèmes qui nous intéressent si on ne les regarde pas en face. Alors on va essayer de travailler cette histoire en 2 temps, en essayant d'ailleurs de faire aussi court qu'on peut. Ce n'est pas une qualité très naturelle que ni lui ni moi n'avons très spontanément, mais on peut se forcer. Et sous donc le regard que nous recueillons ici de vous, nous saurons comprendre, dès lors que vous y mettrez un peu d'insistance, qu'il serait temps qu'on se taise pour qu'on puisse se parler. Donc on va commencer avec Christian qui va vous proposer un regard sur cette affaire plutôt sous l'angle de la question économique. Et puis je reprendrai pour conclure donc la mise en scène de cette question plutôt sous l'angle de ce qu'on peut appeler le modèle professionnel. Et l'enjeu c'est de regarder la résonance de l'un à l'autre et sur cette base vous proposer qu'on en parle. C'est comme ça que je fais? Oui, c'est bon. Ça. Alors attendez, j'ai oublié de dire une chose. S'il vous plaît, d'éteindre vos portables, car c'est comme à l'opéra ici. C'est exactement pareil. On ne tousse pas et on ne fait pas parler les portables. Le silence est requis.
pour entendre la musique, nous allons vous jouer là. La séance, en réalité, est enregistrée et filmée, ce qui permet de mettre sur le site les débats que nous avons, les échanges que nous avons, et donc de donner l'occasion à des personnes qui n'ont pas pu venir maintenant. Voilà, la séance est filmée et enregistrée, ce qui permet à des gens qui ne sont pas venus de pouvoir y revenir à partir du site. Bien, alors, l'exposé que je vais vous présenter, je vais l'organiser en 3 parties. La première porte de manière plus succincte sur la question des trajectoires économiques et professionnelles en indiquant que ça relève d'un choix stratégique. Pour aller vite, comment, de manière un peu caricaturale, en modélisant un peu les choses, comment présenter 2 choix qui nous paraissent être essentiels dans nos professions, qui sont les professions du conseil, de l'intervention recherche, de l'accompagnement des entreprises, des collectivités territoriales, des associations. 2 choix, le modèle que l'on appelle le modèle de la prestation, fondé sur de l'expertise, et le modèle de l'intervention, fondé sur des relations de service. Ça sera ma première partie. Dans une seconde partie, je vais revenir sur quelques caractéristiques de la dimension économique de cette trajectoire que nous appelons la trajectoire de l'intervention ou de la relation de service. Et puis dans une troisième partie, je reprendrai un concept que nous développons en lien avec ce modèle économique, qui est le concept de ce qu'on appelle la dépense acceptable, c'est-à-dire la dépense des partenaires, des cabinets conseils ou des laboratoires d'intervention des recherches comme le nôtre, qui est acceptable pour ses partenaires, en montrant que cette notion de dépense acceptable est articulée d'un côté à un construit sociologique, un construit institutionnel qui pose, quant au fond, l'évolution des formes de gouvernance de nos activités. Voilà, et puis ensuite, on repartira avec François sur la résonance qu'a cette proposition de trajectoire ou de modèle en termes professionnels. Alors, pour reprendre cette première partie, le choix stratégique porte encore une fois sur la question de la prestation versus le modèle de l'intervention. Dans la prestation, ce qui ressort, c'est le fait qu'est mise en œuvre principalement une expertise qui repose à la fois sur des questions qui sont des questions stabilisées chez les clients, chez les partenaires, chez les personnes auprès de qui nous intervenons, et qui mobilisent du point de vue de l'expert des savoirs qui sont stabilisés. Les questions sont stabilisées, les savoirs sont stabilisés, et derrière, du coup, les méthodes ou les méthodologies sont elles-mêmes stabilisées. D'une certaine manière, on peut considérer que ces experts sont considérés comme habilités à intervenir, et ils ont, par eux-mêmes ou à travers leur cabinet, des qualités de connaissances qui facilitent la compréhension de ce qu'ils vont proposer ou réaliser, qui, quant au fond, on peut le rapprocher, comme c'est stabilisé, à un quasi-bien, à un quasi-produit. Ce n'est pas, ça reste une promesse, l'intervention reste une promesse, l'expertise apportée reste une promesse, mais malgré tout, la stabilité de l'expertise renvoie à une notion que l'on pourrait dire une notion de quasi-bien. Alors, on peut bien entendu envisager derrière une dynamique de productivité et une dynamique de prix fondée sur l'idée qu'il y aura un échange lié à un marché. La notion de marché, l'illusion d'un marché est, comment dirais-je, mobilisable compte tenu de cette quasi-stabilité de l'expertise. Donc la concurrence peut alors se porter sur des enjeux de productivité, de mise en œuvre de cette expertise et derrière de prix. Par certains côtés, les clients seraient en capacité d'acheter des connaissances et de les mettre en œuvre dans leurs activités. La prestation existe ou préexiste à l'échange. La
prestation préexiste. Ce que l'on va acheter existe avant même l'échange. Et d'une certaine manière, le consultant ou le cabinet va être pris par une logique de marché dans laquelle finalement les prix vont s'imposer à ce cabinet. Pas tellement de marge de manœuvre sur la question des prix. Ça va dépendre, ces prix vont dépendre d'un construit qui va être lié, j'y reviendrai ensuite par la suite, au niveau de revenus des interlocuteurs auxquels s'adressent les consultants. Lorsque ce sont des niveaux de revenus, quand on fait du conseil stratégique au cadre dirigeants de grandes entreprises, un certain niveau de revenus. Quand vous faites du conseil au management de proximité, c'est un autre niveau de revenus. Pour dire les choses très simplement. Quand vous faites du conseil qui est lié à la question du travail d'exécution, c'est encore un autre niveau de revenus. En d'autres termes, le construit social qui s'introduit à travers le marché, c'est finalement le marché qui existe par ailleurs dans d'autres secteurs, qui va imposer un système de prix de journée aux consultants embarqués dans ce type de prestations. Le modèle de l'intervention lui repose sur une autre vision. D'abord, il est fondé sur une relation de service, c'est-à-dire sur une interaction entre le bénéficiaire et le prestataire, c'est-à-dire le consultant ou l'intervenant, qui est telle que les questions ne sont pas déjà construites, mais elles sont à construire ensemble. D'une certaine manière, les connaissances qui sont à mobiliser doivent être reconfigurées, recontextualisées, réexprimées, sur la base d'un accord qu'il s'agit de construire entre le prestataire et le bénéficiaire. Si vous voulez, ici, immédiatement s'engage quelque chose de plus incertain, quelque chose qui n'est pas déterminé d'avance, quelque chose qui va aboutir selon la qualité de la relation qui s'établit entre le prestataire et le bénéficiaire, la capacité de coopération, les formes de compréhension qui existent entre ces deux acteurs. Et la question de la méthodologie d'action est une méthodologie qui peut-être, pour avoir quelques principes stables, en fait se reconstruit dans chaque situation. Il n'y a pas de processus stable. Il n'y a pas de forme canonique de l'intervention. Les acteurs sont embarqués dans une aventure qui, d'une certaine manière, va créer de la valeur qui n'est pas inestimable à l'avance. Et cette valeur peut avoir d'ailleurs différents effets, des effets productifs, des effets de connaissance, des effets de confiance, des effets d'adaptabilité. Et ces effets peuvent être pressentis, peuvent être recherchés, mais jamais complètement définis. Alors, c'est cet autre modèle de l'intervention qui nous intéresse, parce que ce modèle, ce modèle va mobiliser une posture de recherche. Les acteurs, le prestataire, le consultant, l'intervenant, le chercheur, comme le client, l'interlocuteur, vont se mettre sur une posture de recherche, c'est-à-dire non pas à l'avance déterminer la solution, des enjeux vont être pris en charge, des objectifs, une direction stratégique va être dessinée, mais la finalité précise, l'objectif ne pourra pas être déterminé à l'avance. C'est ça qui est original dans cette orientation du métier. Vous voyez, ce qui est offert est autre chose que simplement la prestation. Alors, il y a bien une relation marchande, c'est-à-dire il va bien y avoir quelque chose qui va s'échanger sur un plan monétaire. Il y a bien quelque part un client, mais qui, on verra, on va être obligé de changer le mot, il n'est pas complètement un client, mais il y a bien quelqu'un qui opère une dépense monétaire, quelqu'un qui la reçoit. Donc il y a bien un échange marchand, mais cet échange va renvoyer à des questions qu'il faut découvrir et mettre en évidence, mais ne peut pas être renvoyé au marché. C'est ce que François rappelait tout à l'heure en disant « Cela relève d'une relation marchande sans marché ». Alors, la question qui est posée, et ça va être ma deuxième partie, comment tenir une telle trajectoire ? Comment pouvoir tenir une trajectoire qui
donne le sens stratégique, le sens politique de l'intervention, mais n'en préfigure pas le contenu. Alors, là, je pense que, dans cette deuxième partie, c'est ce que j'appelais la dimension économique de cette trajectoire. Alors, on est déjà dans l'économie, on aurait dit, à travers l'offre que l'on, prestations que l'on compte faire, l'engagement que les consultants comptent avoir, on est déjà dans l'économique. Mais ici, on va revenir sur des questions plus économiques au sens des conditions dans lesquelles va être produite cette prestation, ou justement cette intervention, et d'autre part, les questions financières que pose cet engagement. Alors, je pense que le premier point, dans cette deuxième partie, là, vous voyez un peu comment avancer, je voudrais souligner 4 points. Alors, le premier, c'est le fait que la question du travail reste la question centrale de fond, comme activité créatrice de la valeur, sur tous ces plans. Comme question centrale de l'évolution économique des partenaires, des bénéficiaires de l'intervention, comme d'ailleurs du cabinet conseil ou de l'intervenant. La question du travail va être quelque chose qui va être mise en résonance du point de vue de l'activité et qui va être au cœur des enjeux du service et de la capacité de déterminer les conditions dans lesquelles l'apport en valeur est opéré. Alors ça, si la question du travail comme activité est l'une des questions centrales, ou la question centrale, cela signifie comme premier point que les cabinets, conseils, que les groupes d'intervenants, et bien entendu, soient formés sur cette question du travail. Et une pensée à propos du travail. Donc, le modèle de l'intervention suppose de penser le travail. C'est la première proposition. Et pour penser le travail, c'est-à-dire le lien entre le travail et le modèle économique, soit du bénéficiaire, soit de son propre modèle économique, eh bien, ça demande certaines formes d'investissement immatériel, c'est-à-dire des dispositifs de professionnalisation à propos du travail. Alors, ça demande la question de retour d'expérience, ça demande des espaces de formation, ça demande une circulation de connaissances formalisées à propos du travail, en ergonomie, en sociologie, anthropologie, en économie, psychologie, en psychopathologie du travail. Cela demande des dispositifs de supervision collective qui nous permettent d'établir un processus de réflexivité de son propre travail par rapport à l'intervention. Vous voyez, des dispositifs qui demandent à la fois du temps, un engagement, que l'on peut qualifier d'investissement. C'est le premier point. L'investissement reposant sur les enjeux de professionnalisation est au cœur du dispositif, de la dimension économique de cette trajectoire. Deuxième point essentiel, c'est le fait que, comme on est dans des espaces de coproduction, la question de l'évaluation de ce qui se joue dans cette coproduction est essentielle. Et donc l'émergence ou la mise en place de dispositifs d'évaluation. L'évaluation, dans des logiques servicielles comme celle-là, va opérer à propos de ce qu'on appelle la performance, mais cette performance va devoir s'étendre des registres classiques que l'on a dans les modèles industriels ou que l'on a historiquement intégrés, c'est-à-dire le modèle de la qualité de ce qui est produit, le modèle de les espaces les éléments de productivité ou de rentabilité. Cette performance va être étendue à 2 registres qui nous paraissent absolument essentiels à prendre en compte ici. C'est d'abord le registre des externalités, c'est-à-dire les effets en cascade que peut avoir l'intervention dans des temps différés, dans des espaces de réseau autres que les seuls interlocuteurs avec lesquels l'intervenant coopère, ces externalités pouvant être positives ou négatives. Puis l'autre registre essentiel,
c'est ce qu'on appelle les effets de réflexivité, c'est-à-dire le fait que les conditions dans lesquelles le consultant s'engage, le cabinet s'engage, le laboratoire s'engage, a des effets en retour sur son système de connaissances, sur ses compétences, sur la confiance qu'il y a entre les partenaires, sur la pertinence des dispositifs qui sont avancés, et finalement sur la santé de l'écosystème productif qui est engagé. Dans les dispositifs d'évaluation, ce qui nous apparaît essentiel, c'est d'abord d'établir d'avoir une attention toute particulière pour ces deux derniers registres, parce que ce sont ceux-là même qui se mettent en œuvre assez rapidement dans l'intervention. Cela nécessite des points d'étape, cela nécessite des restitutions, cela nécessite des dispositifs peut-être peu lourds d'évaluation qui vont mobiliser une attention particulière aux événements au cours de l'accompagnement, de l'intervention, qui va nécessiter d'être attentif aux signaux faibles, c'est-à-dire des choses qui peuvent paraître marginales, mais qui sont en fait des aspects qui sont signifiants de modifications qui s'opèrent, ou enfin de faisceaux d'indices, c'est-à-dire de capacité de repérer des éléments quantitatifs qui, réunis ensemble, donnent sens à l'impact de l'intervention et de ses effets dans le temps. Mettre en place ces dispositifs d'évaluation est l'une des conditions pour que cette voie puisse se stabiliser, dans la mesure où, encore une fois, la qualité des effets de la prestation repose sur la qualité de la coproduction et de la relation. C'est un autre investissement immatériel. Ça demande du temps, ça demande même des connaissances pour le mettre en œuvre, et on va voir, bien entendu, ça va demander aussi, parfois, bien entendu, une dépense monétaire. Le troisième point sur lequel j'aimerais insister, qui concerne ce modèle économique de l'intervention, c'est l'espace d'innovation, mais l'espace d'innovation qui relève principalement de l'innovation conceptuelle. C'est-à-dire la capacité de produire progressivement des concepts opérationnels renouvelés, adaptés aux situations, enrichis par l'expérience du cabinet et des partenaires, une production doctrinale. Il s'agit à la fois, dans l'innovation, d'être en capacité d'inventer des nouveaux concepts qui sont des ressources pour le client, partenaire, et en même temps des éléments qui vont pouvoir être capitalisés par le cabinet ou le laboratoire d'intervention. L'innovation peut être aussi méthodologique, mais là, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a peu de méthodologie stable. Par contre, point important, ça peut être de l'innovation en termes de dispositifs institutionnels. C'est-à-dire ça peut être de l'innovation en termes d'écosystème productif, d'organisation d'acteurs, de configuration de systèmes d'acteurs. Là, l'innovation est essentielle. C'est une innovation qui porte sur les conditions dans lesquelles les acteurs coopèrent entre eux. Et cet espace d'innovation, cette exigence d'innovation, va reposer sur des capacités de retour d'expérience, mais des retours d'expérience qui tiennent compte du point de vue des bénéficiaires, c'est-à-dire des partenaires. Vous voyez, vous avez ici 3 investissements essentiels qui garantissent la possibilité de tenir une posture d'intervention, un investissement qui renvoie à la professionnalisation, un investissement qui renvoie à l'évaluation, un investissement qui renvoie à l'innovation doctrinale ou l'innovation de dispositifs institués. Ces 3 investissements supposent d'y réserver du temps. Donc il y a un problème de gestion du temps, qui est une exigence essentielle dans les cabinets conseils.
on a besoin de stabiliser ces temps réservés à ces investissements et ne pas privilégier les temps d'intervention directe. Il faut banaliser ces temps, il faut les protéger. Parce que ces temps sont compliqués à stabiliser dans la mesure où ils sont tout le temps soumis aux injonctions, les demandes des partenaires. Les repérer et les stabiliser est une exigence de ce modèle économique. Le deuxième point important, c'est qu'un nombre significatif de ces investissements nécessite une animation qui ne peut pas être faite en interne par les cabinets de conseil ou par les laboratoires d'intervention. Il y a besoin d'un tiers. Dans la mesure où cette coproduction engage des relations intersubjectives, il y a besoin d'une distanciation par rapport à l'opérationnalité de l'expérience. Donc il y a besoin de mobiliser des tiers. Ces tiers peuvent être d'autres consultants, ça peut être des chercheurs, ça peut être des cadres, et une posture de tiers qui va être en charge de permettre que s'engage un processus réflexif à propos de l'expérience que vivent l'intervenant et le bénéficiaire de cette intervention. Bien entendu, ces problèmes de temps et ces problèmes d'animation en tiers, qui sont souvent des tiers hors cabinet conseil, supposent des dépenses. Ces investissements sont donc coûteux. Ils sont coûteux en temps, mais ils sont coûteux aussi du point de vue de la dépense monétaire. Point 4, comment y faire face? Comment faire face à ces dépenses? Alors, première réponse, c'est une réponse en termes de mutualisation. On peut repérer des échanges, des retours d'expérience, des échanges de supervision, des échanges en termes de professionnalisation, en mutualisant ces efforts entre plusieurs cabinets. On peut mutualiser ces efforts entre cabinets, laboratoires de recherche et d'autres structures. Les investissements immatériels ont cette particularité, c'est que leurs financements peuvent être mutualisés. Cette mutualisation n'est pas d'ailleurs qu'une mutualisation au sens monétaire du terme, elle a aussi un bénéfice en termes d'élargissement des effets de ce que j'appelle des effets de complémentation, c'est-à-dire d'expériences complémentaires qui peuvent résonner, qui peuvent avoir un apport en valeur supplémentaire, mais ça suppose que se mettent en place des formes de coopération entre des partenaires et des intervenants, ou entre cabinets conseils, entre cabinets et laboratoires de recherche, pour être en capacité de mutualiser ces efforts. Le deuxième moyen de faire face à ces dépenses, c'est ce que j'appelle les effets d'intégration. C'est-à-dire que les effets d'intégration permettent, dans des opérations qui apparaissent différentes, de trouver des éléments conjoints à partir duquel accumuler de l'expérience et des connaissances qui visent à faire en sorte que quand on fait une chose, on peut en faire plusieurs. Ces effets d'intégration permettent de réduire les coûts que représentent les dépenses en termes d'investissement du matériel, parce qu'elles permettent de socialiser cet enjeu au regard de différents types d'interventions qu'engage le cabinet ou qu'engage le laboratoire d'intervention. La troisième, bien entendu, dimension de cette affaire, c'est la question du revenu, c'est la capacité de financer par le laboratoire, par le cabinet, ces dépenses qui peuvent être significatives. Alors, se pose à ce moment-là la question du revenu, c'est-à-dire comment arriver à obtenir un revenu qui va faire face à ces dépenses. Dans la mesure où ces investissements immatériels sont mutualisés, on peut obtenir, dans la phase actuelle, des systèmes de cofinancement de ces investissements.
C'est-à-dire, au lieu d'avoir une source unique de financement de l'investissement, on peut dégager des systèmes de cofinancement dans la mesure où le bénéficiaire direct peut avoir intérêt à ce type d'investissement, mais des partenaires territoriaux peuvent être tout à fait intéressés à l'existence de la mise en place de tels investissements parce qu'ils ont des répercussions sur le plan de la qualité des acteurs au plan territorial. Le cofinancement de l'investissement est l'un des moyens, à travers un ensemble de partenaires, de faire face à la contrainte de revenus. Le deuxième aspect, c'est la question de ce que j'appelle la dépense acceptable. C'est-à-dire, la question qui va être posée, c'est d'arriver à qualifier et de préciser ce qui est acceptable de dépenser par le client à propos d'une prestation qui prendra en charge tiendra compte des investissements engagés par la structure. Il ne s'agit pas ici de tenir compte, c'est l'inverse de la construction de marché. On ne vend pas quelque chose pour avoir un revenu, on regarde la hauteur du revenu potentiel, c'est-à-dire la dépense acceptable du point de vue des interlocuteurs, et on construit ensuite l'intervention au regard de cette dépense acceptable, en annonçant l'ensemble des investissements immatériels que porte la structure. Ces investissements immatériels étant les raisons mêmes de l'existence de la qualité professionnelle de l'intervention. Il s'agit donc de trouver les ressorts d'une justification de cette dépense acceptable et d'arriver à repérer cette dépense acceptable. Et c'est la troisième partie, et dernière partie de cet exposé, pas trop long, ça va, ça vient, qui renvoie bien entendu à derrière cette dépense acceptable, c'est un revenu pour le cabinet conseil ou pour la structure d'intervention. Le point de vue qui va être le mien, là, que je vais vous présenter, c'est ça met en jeu des questions à la fois sociologiques et des questions institutionnelles et derrière des questions de gouvernance. Il s'agit de se dégager du prix de journée. Voilà. Il s'agit de sortir de cette offre de conseil qui aujourd'hui est fondée sur des prix de journée au regard d'une prestation en vue. On multiplie le nombre de journées d'intervention et ensuite ça donne un budget qui va être accepté par le client. Sortir de cette logique-là et arriver à identifier ce que le client ou le partenaire est en capacité de dépenser. Alors, ça demande, si vous voulez, de sortir d'un système de justification qui est un système de justification aujourd'hui qui passe par le marché. Les prix de journée sont justifiés la plupart du temps par un système sociologique qui est tel que le niveau du prix de journée correspond au niveau de revenu des cadres que les prestataires ont en face d'eux. Selon la catégorie de cadres que les prestataires ont en face d'eux, ça organise une justification sociologique du niveau de prix de journée. Et plus vous arrivez vers le conseil aux dirigeants, plus vos prix de journée glissent vers le haut, et plus vous allez vers du conseil dans une situation d'exécution, pour vos prix de journée glissent vers le bas. Quand vous regardez les prix qui sont considérés, les dépenses qui sont considérées comme acceptables, elles correspondent à une relation sociale qui se met en place entre les acteurs bénéficiaires de l'entreprise ou de l'institution qui prend le conseil et les prestataires qui réalisent cette activité d'expertise. En gros, on a au haut du tableau le management l'accompagnement du management de dirigeants, le conseil en finance, le marketing, les questions stratégiques, et après ça se dégrade. Alors, comment sortir de ça? Comment sortir de ce système-là? Eh bien, il faut à un moment donné justifier, il faut donc un système de justification, c'est-à-dire qui est à propos de la dépense. Il va falloir rendre compte de en quoi cette dépense, comment cette dépense va être mobilisée, utilisée par l'entreprise, le
cabinet consultant ou la structure d'intervention qui réalise cette intervention. Ça demande en réalité des règles sur les enjeux de répartition du revenu parmi les membres de la structure. Et ça demande une certaine déontologie sur le plan de la répartition des revenus internes. Ça passe par exemple, peut-être, là c'est des hypothèses qu'on met, par le fait que le profit réalisé par ces structures est réinvesti, pas distribué. Ça passe par le fait que les profits que réalisent les structures étaient réinvestis pour développer l'emploi. Ça passe par le fait que la répartition du revenu parmi les membres de cette structure ont des règles entre les minimums et les maximums. Opèrent des règles qui sont des règles socialisées et ouvertes. En d'autres termes, ça demande à ce que se clarifient collectivement les règles de redistribution des revenus opérés par les structures. On pourrait dire, c'est la mise en place d'une RSE, c'est-à-dire une responsabilité sociale des entreprises que représentent les structures de conseil ou d'intervention. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la contribution du cabinet à quelque chose qui dépasse l'intervention. Est-ce que le cabinet assure, ou le laboratoire assure, des missions qui se donnent, qui ont un sens par rapport à ce que l'on appelle le patrimoine immatériel territorial? Est-ce que contribue à l'agencement d'acteurs, au renouvellement des agencements d'acteurs? Est-ce qu'il contribue au débat public? Est-ce qu'il contribue à l'avancée d'une doctrine qui est partagée, qui n'est pas conservée comme une connaissance individuelle, personnelle de l'entreprise, mais qui est partagée, qui est mise à la discussion, qui est soumise à l'expérience des autres? Sortir du copyright. Sortir du copyright, exactement. Faire voir, faire connaître les connaissances qui ont été acquises à travers ces interventions. En d'autres termes, participer à l'édification, au renforcement, au développement de ce que nous appelons le patrimoine immatériel du territoire. Et justifier, rendre compte aux partenaires de ce que font les cabinets et les laboratoires. C'est la deuxième orientation. La troisième orientation, c'est une orientation qui réinvestit la question du statut, ou plus exactement la question du salariat et de la subordination. C'est pas sûr du tout que le statut de salarié soit opératoire pour ce genre de démarche. C'est pas sûr. C'est pas sûr que les statuts classiques d'entreprise soient valables, que ce soit d'ailleurs des statuts entièrement publics ou des statuts privés, soient valables à l'heure actuelle pour ce type d'orientation. Ce n'est pas sûr. C'est même notre avis certain que non. Et donc il y a besoin de trouver des nouvelles formes juridiques, de statut à la fois d'entreprise, de gouvernance, qui aient à voir avec, par certains côtés, le mouvement des SCOP, mais aussi le mouvement ce qu'on appelle les SCIC, c'est-à-dire les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui articulent dans les structures des intérêts des territoires, les intérêts des bénéficiaires, les intérêts des opérateurs, qui réinventent des statuts qui associent les partenaires dans la dynamique et les décisions de cette entreprise. Des dispositifs qui responsabilisent les intervenants par rapport à la capacité de trouver des nouveaux partenaires, des nouvelles réponses à des attentes, responsabiliser de ce point de vue l'ensemble des intervenants sans créer des séparations entre des risques qui seraient pris par ceux qui ont, la propriété du cabinet et les autres qui seraient des salariés du cabinet, réengager une réflexion sur la question du statut de la subordination. S'en sortir. C'est, je pense, la troisième condition. La quatrième, c'est de, en fait,
arriver à faire émerger ce que j'appelle ici des écosystèmes coopératifs. C'est-à-dire des systèmes où les écosystèmes, au sens un ensemble de structures qui arrivent dans la coopération à réaliser des échanges sur le plan monétaire, tout en l'adossant à des formes de coopération dans le travail de manière stable et dans le temps. Ça peut se faire à travers les enseignements de l'économie de la fonctionnalité dans des domaines qu'on amène des domaines des sphères d'activité ou des sphères fonctionnelles, à propos de la santé, à propos de la connaissance, à propos de la mobilité, à propos de l'habité. Il y a ici des possibilités d'innovation considérables à propos d'écosystèmes productifs qui seraient le moyen de stabiliser cette logique de l'intervention dans des rapports partenariaux qui dépassent les cabinets conseils ou les laboratoires d'intervention et de recherche, et qui lui donnent une stabilité à la fois institutionnelle et une reconnaissance politique, parce qu'une reconnaissance dans la finalité de ces connaissances du point de vue du développement, notamment des territoires et des territoires locaux. Voilà quelques indications sur ce que nous recherchons à faire, ce que nous essayons de tracer comme possibilité pour stabiliser d'un point de vue économique des échanges marchands, des échanges monétaires, en échappant à la notion de marché et en essayant de construire cette idée de la coopération et la reconnaissance de ces écosystèmes coopératifs en les stabilisant à travers des dispositifs institués. Voilà quelques indications. Ça va faire résonance maintenant à ce que va dire François, parce que pour pouvoir s'engager dans cette orientation, cela demande une posture de recherche des intervenants, et ça demande un engagement en termes de responsabilité. Il s'agit pas simplement de rester sur des formes de conscience de problèmes, mais véritablement d'avancer dans des formes de pensée qui doivent être structurées et qui doivent être structurées professionnellement. C'est donc le modèle professionnel qui est en jeu et que va vous présenter maintenant François. Merci. Alors effectivement, je vais proposer pour conclure cette séance, enfin ce moment de la séance qui concerne la présentation, venir du côté de la dynamique et de la trajectoire professionnelle qui me semble devoir être réfléchie. D'abord, je voudrais insister sur l'intérêt pour nous du terme de trajectoire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne raisonne pas à partir d'une place qu'on arriverait à occuper, mais bien à partir d'une dynamique, d'une trajectoire que l'on voudrait investir. Personne ici, je crois, n'est à un endroit où il serait au terme d'un chemin qui ferait que la question est pour lui close, maîtrisée, c'est derrière. Dit non plus, je crois, personne est complètement étranger à cette interrogation, sinon vous ne seriez pas là. Donc il n'y a pas de position avantageuse des uns par rapport à d'autres en soi. La question est plutôt de savoir comment on s'inscrit dans cette notion d'une trajectoire. On est donc en recherche. Et donc on est toujours dans une tension. On est toujours en dessous d'une cible hypothétique qu'on voudrait viser. On est donc toujours en défaut. Et on est donc toujours reprochable de ce que l'on vise mais qu'on n'atteint pas. C'est un point important par rapport à la question qu'évoquait Christian pour terminer, c'est-à-dire la question du rapport de subordination du salariat. Parce que dans une hypothèse d'une organisation qui repose de manière très claire, très classique, convenue, dans ce rapport-là, le salarié est en droit de reprocher aux dirigeants ce qu'il veut faire mais qu'il ne fait pas, qu'il n'arrive pas à faire, et qui donc est toujours éligible devant un tribunal où on lui demande le compte de ce qu'il a promis et qu'il ne peut pas tenir. Et inversement, on aura des dirigeants qui se trouvent dans une situation extrêmement embarrassée d'avoir voulu trouver avec leurs collaborateurs des registres de la coopération, d'une association, de la partage d'un projet, que le contrat ne réalise pas, et qui donc introduit, là encore, un déséquilibre. Donc on a bien un problème qui est celui de la mise en résonance positive, autrement dit,
entre une trajectoire idéologique, professionnelle et économique et la possibilité d'une organisation qui soutienne cette trajectoire, quand au contraire les formes qu'elle a tendance à prendre dans les organisations, je veux dire classiques, lui tournent le dos précisément, car elles ne sont pas faites pour ça. Donc ce n'est pas tout à fait un problème formel que de savoir si c'est bien ou pas d'être salarié, ce n'est pas l'affaire. C'est de savoir dans quelle mesure, si on tire vers cette logique-là, comme si on tire vers une logique où on raisonnerait en termes de marché, on se rend compatible avec une volonté de tirer dans un autre sens du côté d'un modèle professionnel, de ce qu'on veut faire dans le monde, et c'est pourquoi on a choisi les métiers qu'on fait. Personne, encore une fois, n'est dans la situation de pouvoir dire qu'il a réglé ça, qu'il est donc de l'endroit d'un raisonnement d'appui, un impérium où il est capable de donner les bons points et de discerner les places. C'est évidemment pas ça du tout. Ce qui rend la chose incommode. Incidemment, c'est un problème pour les enseignants. Car il ne s'agit pas d'enseigner une cible que l'enseignant aurait atteint et du titre, et d'où il viendrait dire aux étudiants qu'il faudrait qu'ils se bougent un peu pour y arriver. Il faut qu'il leur fasse comprendre qu'il est dans une situation qui est presque un peu la même que leur, pas tout à fait quand même, mais qui est inscrit dans une trajectoire où il les invite à le rejoindre, non pas comme d'un endroit où on est arrivé, mais dans un endroit où on continue de marcher. Ce n'est pas tout à fait évidemment la même posture d'enseignement que quand vous avez simplement à transmettre quelque chose qui serait entièrement packagé et où le problème se poserait simplement en termes de temps de transfert. Il s'agit bien là de quelque chose qui relève d'une communauté, d'une expérience à faire partager, pour y faire entrer le nouveau venu, pour renforcer, je dirais, l'équipe, plutôt que pour accéder à une situation qui serait apaisée. On n'est pas dans ces affaires-là. Guy Jobert disait très couramment, j'ai retenu ça, parce que ça m'a été répété par quelqu'un qui l'avait retenu, en démarrant son enseignement, maintenant, vous ne serez plus jamais en paix. Donc, bienvenue, disait-il, vous ne serez plus jamais en paix, vous ne pourrez plus jamais regarder quelqu'un sans vous interroger, sans savoir comment il fait. Vous pouvez acheter un ticket de métro sans vous demander comment il s'en sort et comment il arrive à vous le donner. Et il ne pourrait plus non plus l'engueuler s'il ne le fait pas. Donc, il y a quelque chose qui indique bien que, voilà, il y a une façon de se trouver embarqué dans une histoire qui est la raison pour laquelle on vient. Alors, je voudrais insister, deuxièmement, sur le fait que l'enjeu de la réflexion économique qui a été faite, et qui, si on cherche à la résumer, consiste finalement à essayer de sécuriser des conditions différentes de celles qui existent, avec en tête que si on ne sécurise pas, alors on n'y arrivera pas. Parce que c'est trop imprudent, c'est trop impossible, c'est trop... comment dirais-je, c'est trop fragile. Donc il y a bien l'idée de pouvoir sécuriser, donc trouver de nouvelles capacités qui donnent un peu d'assises. Pourquoi faire ? Pour au contraire s'aventurer du côté professionnel. Je dis ça parce que le diagnostic qu'on fait, c'est qu'on est plutôt, en règle générale, dans la position inverse. C'est que comme on est dans des systèmes qui sont sécurisés d'une certaine façon, on ne peut pas s'aventurer. Et donc on a des métiers qui restent coincés par des manières plutôt expertes, quand bien même il faudrait le faire autrement, mais qui sont ramenés à ça parce que les modes du bouclage économique les tirent dans cette dynamique-là. Donc quand on dit sortir de la subordination, quand on dit sortir du prix de journée, bien que ce sont deux choses qui ne sont pas complètement des détails dans nos organisations, c'est très structurant. Quand on dit sortir de l'idée qu'il y a un marché, c'est pas rien, on pourrait nous prendre pour des dingues ici. Si on est enregistré et qu'on coupe la phrase comme on dit, qu'est-ce qu'il raconte ? D'ailleurs, moi-même, je me demande ce que je suis en train de raconter, pour être franc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'il n'y a pas de marché du conseil ? On ne parle que de ça. Et un exemple de fond qui en parle très clairement, ce sont les appels d'offres, qui sont le principe même de l'organisation majeure de nos métiers, qui résonne évidemment à l'envers de ce que je suis en train de dire. Donc on ne s'attaque pas à des détails. Et donc on voit bien que personne ne va gagner comme ça d'un coup, et qu'on ne serait bien mal placé d'aller reprocher à quiconque d'avoir dû composer avec une réalité qui, pour l'instant, est encore très massivement dans une autre direction que celle qu'on veut prendre. Mais toute l'affaire, c'est comment on a gardé présente, active, vraiment fondatrice de ce que nous faisons, l'envie d'autre chose, l'envie d'autrement, comme la condition de faire le métier qu'on a choisi. C'est quoi ? Eh bien, ça a été évoqué tout à l'heure par Christian, donc simplement pour rappel, dire que nous sommes soit
dans des situations où on considère que la posture experte est pertinente, c'est-à-dire où on agit à partir de savoirs constitués, validés, avec des méthodologies qui sont stabilisées et sur des périmètres qui sont maîtrisés. Tous, nous avons dans nos métiers des choses qui relèvent de ça. Et il n'est pas question de dire qu'on les laisse tomber. Mais il est en jeu de dire que le métier qu'on fait ne se tient pas uniquement là. Et donc pour ce qui déborde ça, ça veut dire qu'on rentre dans une logique qui est plus clinique, qu'on appellera d'intervention, qui est en même temps une posture de recherche, c'est-à-dire que ce que nous avons à faire, c'est de construire la question, comme on le dit en français, on est plutôt problem building que problem solving, que l'enjeu de l'intervention, c'est de construire l'accord sur ce qu'il convient de regarder, d'être capable de configurer et d'assembler les dispositifs de connaissances pertinents, car il y en a évidemment, et on est donc dans une logique de la ou de la multidisciplinarité, et enfin de l'élaboration de démarches ad hoc, et non pas standard. Et donc on est sur des dynamiques qui relèvent de périmètres entièrement à construire, et où la question de fond, c'est où est-ce qu'on met la limite, où ça s'arrête. Car à partir du moment où ce n'est pas la discipline qui décrit la limite, mais l'accord dans l'intervention, il y a bien une question du bornage. Et on est toujours donc à devoir dimensionner, pas forcément là où on l'aurait voulu, parce que l'accord, il n'est pas que théorique, il est social, il est dépendant de ce que les protagonistes sont capables de faire dans des conditions de temps, de ressources, de capacité politique aussi à affronter les questions que ça pose. Et ceci relève d'un accord local. Dans une autre situation, ou ailleurs, ou demain, on en ferait un autre sur apparemment la même question. Et c'est ça la vie. Et que l'enjeu, évidemment, des dispositifs réflexifs, et notamment de professionnalisation, c'est de pouvoir donner l'accès aux autres, non pas comme des juges, mais comme des partenaires, comme des pairs, à ce qu'on a fait pour pouvoir finalement décanter ce que vaut ce qu'on a pu faire, ce que signifie pour nous-mêmes le faire bien. Moi, j'ai souvent pris comme dispositif de description de notre question deux items que je vous repropose ici. Le premier consiste à dire qu'il y a deux types d'interventions, celles qui résonnent à état final connu d'avance, c'est-à-dire qu'on a une cible qu'on connaît d'avance, et donc on est dans une logique de type balistique, et où évidemment, puisqu'on connaît la cible, la concurrence, la compétition se fait sur le temps que vous allez mettre pour y accéder et le coût qu'il va falloir consentir pour y arriver. Et que la cible étant connue, on peut mettre en côte à côte, tu mets combien de temps pour aller là-bas, ça coûte combien, tu passes par où, car la cible est affichée. On sait ce qu'on cherche. D'une certaine façon, on a déjà la réponse. Et on est donc sollicité sur le trajet. On est dans des approches qu'on pourrait dire balistiques. Évidemment, l'économie du temps et des moyens fait la différence. On est vraiment là dans un dispositif où il y a une concurrence possible et on se retrouve dans ce que Christian appelait des quasi-biens. Ce ne sont pas des biens au sens formel, puisqu'ils n'ont pas de réalité matérielle, mais comme ils existent avant même qu'on ait démarré, que la visée, le poteau d'arrivée est déjà connu avant qu'on soit parti, on est dans quelque chose qui est une espèce de préexistant, à partir duquel on s'organise, et qui le met dans un statut qui l'approche d'un bien, et dont il y aurait là la possibilité d'un marché, au moins métaphoriquement posé. Il y a, j'insiste, toute une dimension de nos activités qui relève pertinemment de ça, et où donc ça a du sens. Il ne s'agit pas pour moi de dire qu'il faut lâcher ça. Simplement, nous sommes aussi dans des approches où on ne se laisse pas, a priori, tenir dans cette seule question, on vise d'autres affaires, et alors on est dans des situations où l'enjeu de l'intervention, c'est de s'organiser dans une perspective d'état final non connu d'avance. On ne sait pas sur quoi ça débouche. Et ce n'est pas l'affaire. L'affaire, c'est de rendre possible que quelque chose advienne, d'être le soutien d'une possibilité. On intervient plutôt ici comme une puissance, quelque chose qui rend possible des choses qu'on ne connaît pas d'avance
et ce n'est pas l'intérêt d'ailleurs de l'économie de la vente, c'est de les rendre possibles, pour les rendre finalement accessibles à des choix qui pourront s'en saisir, créant des opportunités qui pourront être prises, rejoignant ainsi la possibilité d'une histoire qui peut se faire. On voit bien que là, toute l'affaire va être la capacité des protagonistes, des acteurs, de se saisir de ce qui va émerger, en grande partie d'eux, grâce à ce que l'intervenant a réussi à provoquer d'écart par rapport à l'avant, qui libère justement des puissances qui étaient endormies ou inconnues. C'est important ce point-là, parce qu'évidemment, du point de vue contractuel, la question, par exemple, typiquement du nombre de jours, n'a absolument aucun sens, puisqu'on n'en sait rien du tout. Donc, soit on rentre dans une espèce de rapport de type de régie, voilà, on ouvre jusqu'où on va, et on s'approche ici un peu de la dépense acceptable, c'est-à-dire, voilà, j'ai ça, sur cette année, je peux mettre ça, on va voir ce qu'on fait, et puis on verra l'année prochaine. C'est, du point de vue contractuel, pas tout à fait ce que Christian appelait la dépense acceptable, mais ça s'en approche, puisque, en fait, il y a un budget dont la clé de répartition n'est pas connue, il y a simplement un droit de tirage qui est ouvert là-dessus, parce qu'on considère que, sur cette affaire-là, il faut doter à telle hauteur pour pouvoir se donner les moyens d'un développement. Vous voyez bien que là, le fond, c'est la qualité de la confiance qui se joue entre les protagonistes, c'est la capacité de la coopération entre eux, et ce genre de rapport-là échappe complètement à des logiques d'appel d'offres, parce que ce qui va dominer, c'est pas le contenu technique de la réponse, c'est la capacité subjective et intersubjective de la confiance, du fait qu'on se comprend, qu'on se connaît, qu'on a fait le chemin ensemble, et que ceci fait la différence. D'une certaine manière, il y a un délit d'initié. Et que ceci pèse beaucoup plus lourd que tout ce qu'on pourrait dire par ailleurs. Et donc on sort justement d'un rapport de marché. On est beaucoup plus dans des logiques d'émulation que de concurrence. Donc là, c'est la première chose, c'est une description des interventions qui les distingue selon la façon dont existe pour elles, ou pas, la possibilité de se caler sur un état final connu à l'avance, ou arrive à se sortir de ceci, et donc, dans le deuxième cas, plutôt s'inscrire dans une logique de développement. Il y a une deuxième façon de décrire la même chose, c'est de dire que il y a des interventions dont il est assez clair que ce que le client, pour le coup, attend, c'est qu'on lui permette de le décharger de la question. Donc, il se défausse sur un intervenant d'une question qu'il lui confie et dont il paye la possibilité de ne plus en entendre parler. Il se défausse. Il dit, rendez-vous quand ce sera fait, vous me direz ce qu'il faut faire. J'achète la possibilité de me décharger. On voit bien qu'on est exactement dans la prestation, dans une capacité experte envers quelqu'un, qu'il est reconnu qu'il sait ça, pas nous, qu'on ne va pas investir sur quelqu'un qui le saurait à plein temps parce qu'on ne s'en sert pas souvent, parce que de toute façon, il y a un métier qui se creuse par le fait de se spécialiser. Enfin, il y a toute une organisation de la spécialisation qui fait qu'une grande partie du conseil, en fait, sert de bretelle de dérivation de fonctions que l'entreprise a décentralisées ou déconcentrées, externalisées, et qu'elle rachète par le registre d'un consulting qui revient le faire. Mais on voit bien que ça relève très clairement de questions à périmètre stabilisé, mobilisant des méthodologies validées et des savoirs vérifiés. Et donc, des interventions à état final assez bien connues d'avance. Et puis, il y a des interventions où, au contraire, l'enjeu, c'est d'aider l'entreprise à se charger de la question. Et donc, ce qu'elle paye, c'est la possibilité de s'en charger, et non pas qu'on l'en décharge. Ce qui est attendu du consultant, de l'intervenant, c'est qu'elle outille l'organisation d'une manière qui lui permet de se réapproprier, de reprendre la main sur quelque chose dont justement son problème, c'est qu'elle l'a perdu, qu'elle n'y comprend rien, ou qu'elle ne sait pas comment faire, et qu'elle ne veut pas la laisser filer. Et là, notre boulot à ce moment-là, c'est précisément de l'aider à reprendre la main. Donc elle nous paye pour qu'elle le fasse. Alors, on peut ironiser sur le fait que c'est un métier qui ne doit pas être idiot, de se faire payer pour que les autres fassent ce pourquoi on vous paye. Ben oui, il fallait le faire, c'est ce boulot-là. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas vraiment de marché de ça.
Hein, on est bien d'accord, puisque à la fin, l'efficacité va venir de la capacité du client à le faire. Autrement dit, bien sûr, vous êtes pour quelque chose, c'est que vous êtes censé l'avoir aidé, mais c'est quand même lui qui va le faire. Et donc ça dépend de conditions sur lesquelles vous n'avez pas la maîtrise, car vous n'allez quand même pas le contraindre. Donc dans un processus dont on ne peut pas prétendre contrôler les variables d'ajustement et de réglage, de sorte que la question du prix ne relève plus du tout d'un échafaudage comme s'il s'agissait de reconstruire quelque chose dont on a d'avance le résultat connu. On est donc dans un processus tout à fait différent, aider l'entreprise à se charger. Et si on, finalement, on fait un lien avec tout à l'heure, évidemment, il y a une résonance entre ce savoir intervenir dans des actions à état final non connu d'avance et d'une manière dont l'enjeu est de permettre le client, le protagoniste, à s'en charger, précisément. Et c'est bien parce qu'il y a un état final non connu d'avance que l'enjeu est pour lui de s'en ressaisir, sinon il se lie les pattes à vie envers quelqu'un qui prend la main à sa place. On est donc ici tout à fait au cœur de ce que Christian pointait tout à l'heure, s'agissant des registres de performance sur lesquels on est en jeu, et qui inverse la proportion. C'est beaucoup plus la question des externalités et des réflexivités qui prennent le pas sur la question immédiate des productivités, qualité ou rentabilité, qui sont les trois premiers registres immédiatement sollicités et sur lesquels, en général, on a tendance à vouloir faire l'évaluation. Il est incontestable que, intervenant sur des situations à état final non connu d'avance et dans un processus qui vise à permettre au client de s'en charger, ce n'est pas tellement en termes de qualité, productivité ou rentabilité immédiate que ça va pouvoir se juger. Certainement pas. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir de la lisibilité dans des interventions à état final très bien connues d'avance et dans un processus d'externalisation auprès d'un consultant qui s'en charge à votre place. Là, il y a une cohérence. Plus on est donc dans des choses dont les effets sont dans des registres un peu décalés, plus c'est dans le registre de la réflexivité et des externalités que se joue l'espace de valorisation économique. On a donc la nécessité, quand on s'engage là-dedans, de s'être construit une culture économique suffisamment alerte sur ces affaires pour ne pas se sentir embarrassé, encombré, piégé ou reprochable si le partenaire vient vous demander « mais alors, la productivité, elle est où ?» et que l'on se dit « bah oui, effectivement, il aurait fallu ». C'est que quelque part, on s'est mêlé d'un film dont on ignorait un peu trop l'histoire. Il y a un problème de cohérence et il faut pouvoir le tenir avec les moyens que ça suppose. Alors, tout ceci nous amène à un deuxième point, c'est la question de la pluridisciplinarité. On voit bien que dans ces affaires-là, l'intervention déborde toujours la discipline. Et donc, on part sur des métiers qui, bien sûr, ont des ancrages disciplinaires, un problème d'assises, mais le métier déborde toujours la discipline. Et donc, on voit bien que le système d'accompagnement, il ne peut pas être seulement disciplinaire. De ce point de vue-là, le dispositif académique n'est pas forcément le meilleur. Il n'est pas indigne. Et encore s'agit-il de savoir quel dispositif académique, car il y en est d'excellents. Nous représentons évidemment, sous cet angle-là, ce qu'on fait de mieux. Mais si on regarde autour de nous, ce n'est pas forcément la beauté la plus répandue. Donc, c'est certain qu'un dispositif académique qui va être, à titre principal, essentiellement construit sur un périmètre de la discipline, n'est pas en phase avec le soutien de professionnalisation, d'intervention qui se construit sur des bases pluridisciplinaires qui débordent donc la référence académique en cause. Le deuxième point, c'est que pluridisciplinarité, c'est la face, je dirais du côté des théories et des dispositifs de connaissance, d'une pièce dont l'autre face, ça concerne ce qu'on a appelé la doctrine, c'est-à-dire l'organisation de la pensée d'une manière qui mobilise les concepts qui permettent justement, du point de vue opératoire, de s'en sortir, en mobilisant à la fois des savoirs de sources diverses,
des méthodologies et surtout qui permettent de construire la posture. Et qui relèvent donc, là, de conditions dont il est essentiel de pouvoir disposer des endroits, des institutions qui permettent d'y regarder d'un peu près pour aider à les étayer, à les développer, à les sortir du risque de s'enfermer. L'enjeu donc de l'intervention, c'est toujours d'ouvrir un écart pour le client, mais en général, par le fait même qu'elle est pluridisciplinaire assez vite, elle consiste assez vite aussi à ouvrir un écart pour chacun de nous au regard de la discipline dont il est issu ou sur lequel ses références sont principalement construites. Et la question, c'est que ces écarts, ensuite, ils ont besoin d'être retravaillés sous l'angle de savoir comment ils instabilisent ou ils confortent certaines questions, comment ils mettent en mouvement sur d'autres pistes que celles où on était. Bref, il y a besoin, là, d'une sécurisation de ce que l'aventure met en péril pour savoir comment ça installe de nouvelles bases à partir desquelles on peut progresser. L'intervention, donc, si on pose ce mot comme relevant justement d'une autre dynamique que celle de l'expertise, appelle précisément donc ces fameux tiers dont on parlait comme des ressources sans lesquelles ce travail de consolidation et de mise en perspective ne peut pas se faire. L'intervenant se situe toujours lui-même comme un tiers par rapport au jeu d'acteurs dans lequel il intervient. Il offre un écart entre eux, il intervient car il vient entre, il vient se mêler à et de des gens qui, dans le rapport où ils étaient pris dans un rapport qui justement ne leur donnait pas d'espace de respiration des questions sur lesquelles justement ils s'essoufflent. La fonction de l'intervenant, c'est d'ouvrir cet écart. Mais celui-ci a lui-même besoin de trouver des tiers qui lui permettent de s'approprier l'écart qu'il a lui-même produit dans son propre dispositif. Ou alors il ne perçoit plus cet écart et il passe à côté de ce qui lui arrive à lui et en général alors n'arrive plus lui-même à le produire chez les autres. Et le système se boucle. On voit qu'ici, la question de l'écoute est au cœur de nos affaires. Et écouter, dans le sens que nous avons souvent développé ici, ça veut dire se laisser atteindre, se laisser attaquer, et notamment rendre possible que la discipline soit attaquée par un réel qui la malmène du fait des façons qu'elle se présente à lui. Et évidemment, on a aussi besoin de défendre les bornes, de défendre les frontières. Pas se laisser simplement envahir. Il y a tout un jeu entre laisser rentrer, mais consolider quand même. C'est pas se laisser simplement dévaster par les figures du monde. Il s'agit bien à la fois de les accueillir, mais sur elles pouvoir reprendre appui pour reprendre la main. Et donc il y a tout ce processus-là qui est itératif et qui est tout l'enjeu d'un travail, du métier. Ce qui s'appelle construire un point de vue. Ces affaires-là, c'est l'enjeu de la coopération dans les structures. Et pour que ces structures soient capables d'animer un dispositif qui augmente la coopération dans les organisations. Pour terminer sur ces affaires, enfin, très provisoirement, vous l'imaginez bien, on touche la question du mode d'engagement de la subjectivité dans l'activité des intervenants. Je viens de dire, intervenir, c'est se mêler, c'est venir entre, c'est faire advenir, c'est faire émerger, c'est rendre possible. C'est-à-dire, on est ici, je le dirais comme ça, non pas dans l'exercice d'une force, mais d'une puissance. On ne passe pas en force. Il s'agit au contraire de quelque chose qui essaye de libérer. Et les éléments sur lesquels on travaille sont des éléments qui sont le plus souvent produits par l'intervention. Comme on le répète souvent, c'est un mot d'une collègue, Annie Drouin, qui avait l'habitude de cette phrase qui est assez belle. Elle dit « on ne ramasse pas les données comme les champignons ». Autrement dit, on ne ramasse pas les TMS, les RPS, ça ne traîne pas dans les couloirs. Ce sont en général d'ailleurs même pas des observables. Donc ce sont des dimensions
qu'on ne recueille pas. Cette idée du recueil de données, c'est gentil, mais c'est faux. Alors, il y en a qu'on peut recueillir, mais pour l'essentiel, les données, elles sont produites. Elles sont un effet de la présence. C'est pour ça que les entretiens, ça ne consiste pas à demander aux gens leur avis. Ça consiste à leur permettre d'en construire un. Car souvent, ils n'en ont pas, ou un autre. Autrement dit, de les mettre au travail, et non pas d'aller les chercher dans un état où on les laisserait ensuite pour qu'ils se débrouillent tout seuls. Ce n'est pas ça l'intervention. L'intervention est active, elle est intervenante, c'est-à-dire l'intervenant, il produit quelque chose. Et on est ici dans des compréhensions du métier qui sont à rebours des épistémologies dominantes, où l'objectivité est censée être à la mesure de la disparition de l'intervenant. C'est-à-dire qu'un savoir est d'autant plus objectif, va-t-on dire, que l'intervenant n'est pas présent dans ce qu'il dit. Autrement dit que ce qu'il dit tient sans lui. Et que c'est objectif à cette condition. Et que donc, quand on fait des entretiens ou des questionnaires, il doit faire disparaître l'enquêteur. Et si on le soupçonne d'une présence, il y a soupçon sur la qualité de ce qu'il remonte. C'est lui qui l'aurait provoqué. Eh bien, nos interventions relèvent de ça. Ce que nous remontons existe par le fait qu'on les a produites. Autrement dit, c'est par un travail fait avec nos interlocuteurs qu'ils remontent quelque chose qu'ils en viennent à penser grâce à la situation qu'on a eue avec eux, qui est une situation de travail. Autrement dit, on accède au travail par le travail, et non pas par une contemplation d'un travail qui, d'ailleurs, dans la grande partie, est invisible. C'est important parce qu'évidemment, les modes d'engagement ne sont pas les mêmes. On est pris là-dedans, et on voit bien que dans une organisation de cabinet, ça fait qu'il n'y a pas de véritable substituabilité des opérateurs. Une fois qu'on est embarqué, on ne peut pas mettre quelqu'un à la place. L'histoire est partie. C'est toute la question de savoir que signifient des contrats qui auraient été initiés par certains, poursuivis par d'autres et conclus par un troisième, ou peut-être par le premier, selon. Autrement dit, par une répartition des séquences qui n'ont de sens que si effectivement chacune a comme valeur de ne pas trop convoquer l'équation trop personnelle de la personne qui va le faire. Mais si au contraire la qualité de ce qui va sortir relève précisément de ce processus, ce que Christian appelait en économiste processus d'adoption, par exemple, le fait que c'est parce que c'est lui que je le dis, parce qu'on a construit le dispositif qui fait qu'à lui je peux comprendre de lui je comprends mieux la question que d'un autre, et je peux rentrer dans le processus qui va libérer de chez moi quelque chose que je vais d'ailleurs découvrir souvent en même temps que je le dis, et qui fait que c'est bien moi qui l'ai dit quand même. Mais parce que quelqu'un m'a rendu possible de le dire. Et ça, c'est une logique de l'écoute. C'est l'écoute qui crée la parole. Et c'est parce qu'il y a une qualité de l'écoute que quelque chose se dit, et non pas l'inverse, qu'on entend parce qu'on parle. C'est l'inverse. Les enquêtes, les interviews, les entretiens dans les sciences classiques entendent des paroles qui se disent avant que l'écoute les cherche. Elle vient les recueillir. Nous recueillons, si je puis dire comme ça, des paroles qui sont produites par le fait qu'on écoute. C'est par le fait qu'on écoute que quelque chose se dit. Autrement dit, l'écoute est une puissance qui crée, qui libère, une puissance que les mots vont donc transporter. L'organisation économique de ces affaires-là ne peut pas être la même, du point de vue du comptage du temps, du moyen, de la compréhension de la seniorité, la dimension des coopérations internes. Et ceci pour insister sur le fait qu'évidemment, les logiques de coopération, qui sont donc au centre de nos affaires, se posent très différemment dans les métiers qui s'installent dans la perspective que je suis en train de dire, que sinon, et très différemment alors, selon que la réflexion accompagne en termes économiques cette dynamique ou pas. Voilà, je voudrais m'arrêter là-dessus, parce qu'au-delà, on ferait peut-être que se répéter, sûrement d'ailleurs, et surtout pour insister sur le fait que, alors outre le fait qu'il est le temps que je m'arrête de toute façon, mais parce que ce qui est important pour nous, c'est de convenir d'un état de question dans lequel on est, et de ne pas faire croire qu'on serait plus malin que vous, au motif que c'est nous qui parlons pour l'instant. Non, la seule chose qu'on peut se reconnaître, c'est d'avoir voulu la question et de vous y avoir convié. Merci donc, et je vous invite donc maintenant à engager la discussion sur la base de ce que nous vous avons proposé.
proposer. Bonsoir. Je trouve très éclairant le modèle que vous avez proposé. Et je voudrais savoir si vous avez des propositions concernant notamment le secteur public. J'interviens beaucoup dans le secteur hospitalier depuis longtemps. Et en effet, vous avez évoqué la difficulté de concilier l'approche d'intervention avec la logique des appels d'offres, ce qui crée effectivement des demandes de conseils tout à fait, j'allais dire, réductrices dans ce secteur. Et je voulais savoir comment vous pouvez proposer, vous, de vous y prendre pour décaler un petit peu les choses. Bonjour, donc moi je suis Victor Rutnam, l'intervention je commence en tout cas de façon théorique et méthodologique, c'est un petit peu en gestation tout ça. Et vous avez parlé tout à l'heure de la notion de confiance justement dans ce modèle-là, mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire un petit peu de la poule ou de l'œuf, enfin qu'il faut avoir fait pour pouvoir faire. Pour que la confiance s'instaure, c'est qu'il y a déjà eu quelque chose en amont. Pour grossir le trait, mettons un cabinet qui se monte, ou justement quelqu'un qui commence. Voilà. Sarah Couillot, intervenante au FCBA consultante. C'est une question qui est un peu en lien avec celle qui a été posée en premier. Comment on fait pour accompagner les clients en fait, qui forcément, bien souvent malheureusement arrivent avec une demande d'expertise plutôt que d'intervention. Comment on fait pour les amener vers ça? Ce ne sera pas une question, mais un commentaire. C'est l'écoute qui crée la parole. Je vais le renverser. C'est à vous écouter que je peux mettre les mots sur ce que je fais ou plus loin, mettre plus de mots sur mon approche. J'ai oublié de me présenter, je suis psychosociologue. Vous pouvez presque le soupçonner. Je dis, on pouvait presque le soupçonner. Oui. Voilà, je connaissais pas du tout Athémis. Et ça donne du coup un petit peu de respiration, un peu d'air. Voilà, merci. Mais si vous me permettez, ce sera une façon de boutade, quoique. Ce que nous disons, c'est parce qu'il y a une écoute. Bien sûr. Moi, je trouve extrêmement intéressant tout ce que vous dites, mais après, concrètement, comment est-ce qu'on fait? Avec deux questions un peu concrètes qui sont que quand on est dans des expertises, il y a des prix de journée, il y a un agrément, c'est fixé. On est de toute façon dans un état final non connu parce qu'il n'y a pas eu d'analyse de la demande et que l'expertise elle a été négociée de haute lutte et qu'une fois qu'on arrive sur le terrain, au mieux on arrive à négocier une fourchette, mais comment amener effectivement des gens qui n'ont, des directions qui payent, qui n'ont absolument pas envie qu'on soit là, à comprendre qu'ils ont tout intérêt à pouvoir prendre la main sur les questions qui sont soulevées par les représentants du personnel. Et comment est-ce que l'investissement d'un cabinet peut être compatible avec ces critères quand il y a des juniors, des seniors, où les juniors sont un investissement pour lequel souvent ils interviennent en doublon, mais du coup les seniors n'ont pas vraiment droit à l'erreur, et que la question du temps, y compris en nombre de jours, elle se pose au quotidien parce que de fait l'analyse de la demande on est souvent sur des problématiques qui n'ont pas été soulevées au départ et pour lesquelles l'enjeu d'une intervention est bien d'amener à les rendre visibles. Oui, bonsoir, je suis auditeur au CNAM. J'ai deux questions, s'il vous plaît. La première, c'est l'intervention et l'ambiguïté. Comment faire quand il existe vraiment beaucoup d'ambiguïté dans la demande? Ma deuxième question, c'est par rapport à vous dire sur le partage d'expérience, la coopération. Dans un secteur assez concurrentiel, je me demande si ce n'est pas un peu de l'utopie. Blaise Pancheron. C'est intéressant je trouve, de déconstruire l'idée d'un prix de journée qui serait fixé par le marché. Moi, ça m'évoque, est-ce que quand je facture, quand je vends un nombre de jours, un tarif X, ou est-ce que je vends un forfait? Mais du coup, du côté de mon propre modèle économique, si je décide d'ajuster
le prix, qu'est-ce que je mets, c'est-à-dire comment je décompte, jusqu'où je peux aller et quelle est ma propre limite pour à la fois proposer un dispositif qui soit cohérent et qui produise des effets et que je puisse clore dans un temps donné, et en même temps que je tiens cette tension-là, le fait que je paye, et je paye aussi les investissements, et que je puisse être sur plusieurs fronts à la fois. Et, enfin, donc je suis interpellé par cette question de lâcher le prix de journée, qui est une manière de vendre, mais du coup, j'ai aussi besoin de poser des limites, des bornes de ce côté-là. Peut-être que quelques éléments de réponse, on les prenons dans l'ordre, ça va me simplifier la vie. Sur la question de votre proposition, comment se décaler par rapport au secteur public et notamment hospitalier, qui, comme beaucoup de secteurs publics, finalement fonctionne avec des appels d'offres, et donc participe. Nous n'avons pas d'expérience directement avec le secteur hospitalier en tête, là, mais d'autres secteurs publics. Alors, je pense qu'il y a la proposition qui est la nôtre, elle passe par le fait qu'à un moment donné, il y a un rapport qui s'est constitué avec des interlocuteurs dans, par exemple, ici, l'hôpital. Nous avons des expériences de relations qui se sont construites avec des collectivités territoriales. Et cette relation est l'occasion... Alors, bien sûr, ça démarre quelquefois par... pas toujours, mais quelquefois, ça démarre par des appels d'offres, ou ça démarre par des rencontres politiques. C'est-à-dire, ça peut redémarrer aussi par des débats, des échanges, des rencontres qui ont conduit ces interlocuteurs dans les fonctions publiques à dire « venez donc nous expliquer ce dont vous parlez, venez donc rendre compte ». Et donc, par des espaces qui sont des espaces qui renvoient plus au débat public qu'à l'intervention elle-même. C'est-à-dire que... Ce que j'essayais d'expliquer aussi tout à l'heure, c'était que cette logique de l'intervention, elle ne fonctionne que si parallèlement, il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris par les cabinets de consultants ou par les laboratoires d'intervention, par les structures, notamment le débat public. Alors, quand on rentre par le débat public, il y a l'occasion de rencontres avec des interlocuteurs de l'institution publique qui sont en capacité de mieux comprendre en quoi on ne répond pas à une question déjà construite, mais qu'on est amené à construire avec eux cette question. Ça peut passer dans des formes sur le plan opérationnel, ça peut quelquefois prendre des détours bizarroïdes, c'est-à-dire qu'on prépare l'appel d'offres, et qu'en réalité il n'y a pas d'appel d'offres. Derrière, ça prend un truc un peu bizarre. Si juridiquement on regardait de très près, on serait recalé. Hein, on serait mis de côté en disant vous détournez les services, la libre concurrence. Oui, c'est vrai, objectivement c'est vrai. Mais quant au fond de l'opérationnalité des choses, c'est bien la rencontre de deux intentions politiques, pas politiciennes, politiques au sens de l'intention de transformation qui est en jeu, je pense, d'un accord profond sur la question du travail, et de la centralité du travail, de ce qui se joue à travers la question du travail, qu'ensuite se construisent des dispositifs qu'on peut mettre en œuvre derrière une orientation qui échappe à l'appel d'offres classique. Donc je crois que l'espace du débat public est un espace de rencontre absolument essentiel. Si je regarde la dynamique d'Athémis, nos principaux interlocuteurs que nous avons connus d'étape en étape, parce qu'ensuite les choses se développent avec eux, c'est très certainement par le fait que nous assurons dans pas mal d'endroits des logiques de débat public qui nous permettent de nous rencontrer. Ça commence à constituer ce que j'appelle l'écosystème productif ou l'écosystème coopératif. L'intervention, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que passer à cette dépense acceptable, c'est-à-dire sortir des logiques de prix, ne peut se justifier que si en même temps, derrière, il y a un engagement de la structure dans un espace non marchand, qui est assumé pleinement. Et on ne peut pas compter. On fait des conférences comme aujourd'hui, on fait des sites, et les conférences comme aujourd'hui, c'est une parmi qu'on appelle, mais on fait beaucoup de conférences. Là, je parle de nous, mais il y a beaucoup d'autres qui font des conférences. Donc ici, il y a quelque chose qui s'opère. Le deuxième point, c'est que quand on avance dans les processus de coopération avec des espaces, par exemple le secteur public,
il faut pas hésiter à innover en termes de dispositifs. Alors, c'est des exemples, hein, parce que nous les pratiquons, des exemples de clubs, des exemples d'interventions collectives montées à plusieurs partenaires, qui permettent d'engager et de solliciter des formes de coopération qui ont un écho du point de vue des collectivités publiques ou des instances publiques. Le dernier point, c'est que parmi ces interlocuteurs publics, il y a des acteurs que nous reconnaissons qui portent le débat à l'intérieur de l'institution publique. C'est ensuite la capacité à l'intérieur, par exemple, de l'hôpital, de trouver des intervenants, pas des intervenants, des interlocuteurs, et les aider à faire système à l'intérieur de leur structure. Ce qu'on appelle construire des communautés de pensée et d'action, dans notre jargon. C'est-à-dire construire ces formes de communautés où on pense collectivement, puis ensuite qui déclenchent des logiques d'action. Alors, sur le plan de l'hôpital, assez curieusement, c'est, par exemple, en ce moment, on est en train... Il y a des discussions pour monter un réseau de hauts fonctionnaires, directeurs d'hôpital, DGS, directeur général de services de collectivité territoriale, voire même DGS d'université, c'est-à-dire des réseaux de hauts fonctionnaires qui commencent à se reposer ces questions de la centralité du travail, de l'importance des questions de coopération, et derrière des opportunités d'intervention. Voilà de manière opérationnelle, de manière très concrète, comment nous pensons pouvoir opérer. Donc, sur le modèle professionnel et sur le modèle économique, vous voyez, ça signifie que l'intervention n'est pas du tout l'unique activité du laboratoire, ou pas du tout. Il y a des enjeux de débat public, il y a des enjeux, ce que j'appelais tout à l'heure, d'agencement d'acteurs. C'est une expression un peu bizarroïde. Si vous voulez, comment permettre de se constituer des comités de pensée et d'action, de telle manière que les gens trouvent l'occasion de coopérer entre eux, ou avec nous, mais pas seulement avec nous, entre eux, et de dynamiser ces comités de pensée et d'action. Là, en ce moment, nous avons créé c'est un exemple aussi, hein, mais l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est l'occasion de créer des formes de coopération avec différents collèges, des gens qui se rencontrent et qui, bien entendu, derrière, à un moment donné, ont besoin de telle intervention ou telle autre. Et donc, ça crée un espace dans lequel on n'est plus dans un rapport 1 à 1. Il n'y a pas de réponse, je dirais du coup aller à la dernière question, il n'y a pas de réponse à la question telle qu'elle est posée 1 à 1, ou un consultant par rapport à une intervention. Ça ne peut être que socialisé, construit collectivement. De ce point de vue-là, le statut de libéral est un statut intéressant du point de vue de sa forme, mais professionnellement très 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 problématique. Sur le plan professionnel, très problématique. Ça peut être une occasion de trouver un moyen d'échange et de liberté, mais si c'est le modèle professionnel, alors et derrière le modèle économique, ça ne veut pas aller loin. Voilà quelques éléments de... alors, on pourrait revenir sur notre expérience, parce qu'on a pas mal d'expériences dans ce domaine. Alors, il n'y a pas tellement dans les hôpitaux à l'heure actuelle, mais quoique, on est en train de monter un colloque sur la question de la santé et du travail, et que, c'est pas les hôpitaux directement, mais il y a la question de la santé comme quelque chose qui nous préoccupe fortement. La question de la confiance, oui, mais la question de la confiance, rien ne part de rien. C'est-à-dire, il y a toujours une histoire, il y a une histoire des disciplines, il y a une histoire des structures, on navigue, et là, la question, il y a déjà de la confiance avant, entre acteurs. Et ce qu'il faut bien repérer, c'est que le monde professionnel est lié au monde de la vie civile. En fait, dans l'immatériel, dans les logiques de services immatériels, il n'y a pas de distinction entre des ressources uniquement professionnelles et des ressources uniquement de la vie civile. En fait, il y a des interactions entre la vie civile et la vie professionnelle. Les systèmes de confiance ne sont pas que des systèmes de confiance professionnels. Vous rapatriez des systèmes de confiance dans l'amitié, dans la civilité, ensuite dans des logiques professionnelles et inversement. Donc il faut avoir une vision dans l'immatérialité de ce que nous appelons le patrimoine. Il n'y a pas de capital immatériel de ce point de vue-là. Hein, enfin, les entreprises mobilisent du capital au sens des équipements parce qu'ils appartiennent à l'entreprise, mais les ressources immatérielles, par exemple la confiance, n'est pas du capital. C'est une ressource immatérielle partagée
par l'entreprise et hors de l'entreprise. Y compris les questions des compétences. Il n'y a pas de frontière avec ces ressources immatérielles entre l'interne et l'externe de l'entreprise. Et donc, il n'y a pas... C'est pour ça qu'il y a ce jeu de mots entre la poule et l'œuf. Si vous voulez, ça circule. Et l'une des intentions de ce modèle économique, c'est justement de ne plus limiter les questions au périmètre de l'entreprise, du cabinet, mais de les étendre dans un espace à construire, à légitimer, qui permettent ensuite de donner des distributions de flux de revenus, mais ne pas se limiter, ce qu'on appelle ici l'écosystème coopératif, mais ne pas le limiter à la question de l'entreprise. C'est un point très très important qui renvoie aux conditions dans lesquelles on réfléchit le développement des ressources immatérielles. Et c'est ce qui explique aussi l'importance d'intervention dans les territoires, dans différents domaines qui ne sont pas immédiatement marchands. Si vous pensez les choses toute la journée de manière marchande, vous n'arrivez pas à assumer des tâches et des logiques qui relèvent en réalité d'une vision politique de votre activité professionnelle. À Timis, de ce point de vue-là, on préconise, ce modèle professionnel est un modèle aussi qui permet de renouer entre la dimension politique et la dimension professionnelle de nos engagements, et ne pas séparer l'engagement professionnel de l'engagement politique qui serait simplement délégué au moment des élections. Il y a là, vous savez peut-être que nous avons créé une association qui s'appelle Travail et Politique, il y a là l'occasion de renouer dans une forme d'engagement politique qui est renouvelée avec un lien reconstruit avec l'engagement professionnel. Sur la question de l'accompagnement des clients qui partent avec une demande d'expertise, la plupart de nos interlocuteurs partent sur une demande d'expertise. Beaucoup d'entre eux, sauf ceux avec qui nous avons engagé des logiques de confiance et de coopération. Mais tout nouveau, on pourrait dire, tout nouvel interlocuteur, parce que spontanément, c'est ce qui sort. Alors, la question ici, c'est d'arriver à travailler les failles, c'est-à-dire de rentrer... Alors, c'est là où la question de l'écoute est fondamentale. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre la demande telle qu'elle, il faut entendre ce qu'il y a derrière la demande. Et c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se joue pour l'interlocuteur à travers l'expression d'une expertise. Or, l'expression d'une expertise, d'une demande d'expertise, c'est en fait une formulation du moment qui cache ou qui est une espèce de voile devant des choses qui sont beaucoup plus profondes et qui relèvent d'attentes. Et donc, l'une des questions, c'est d'être en capacité, dans la relation avec ses partenaires ou ses demandeurs, de retravailler, quant au fond, les questions qui sont derrière et les enjeux qu'ils ont pour eux. Et là, si vous voulez, c'est un travail de reformulation qui est absolument essentiel pour arriver à déplacer les logiques d'expertise avec des logiques d'intervention, sans abandonner complètement la logique d'expertise, mais en la localisant, en la réduisant, en la relativisant, en lui donnant moins de sens stratégique. Et donc, progressivement, en ouvrant les failles, en ouvrant le champ des possibles. Alors, c'est stratégique au démarrage, c'est stratégique aussi dans la suite, mais ce champ des possibles, c'est-à-dire le champ de l'intervention, peut tendre à se accroître, à augmenter. C'est là où la question de l'évaluation, des dispositifs d'évaluation interne sont essentiels, la capacité d'écouter les signaux faibles, la capacité de saisir les événements comme des ressources qui changent la donne dans la relation, la capacité dans l'engagement qui est en cours de redistribuer les cartes, c'est-à-dire de les rejouer autrement, parce que tout d'un coup, ça prend un nouveau sens, ce qui se opère par rapport à la demande d'expertise initiale. C'est avoir le concept d'intervention en tête, mais pas refuser les demandes d'expertise. Il ne s'agit pas d'être dogmatique, il s'agit de partir des gens tels qu'ils sont, des demandes telles qu'elles sont, des formes de conscience telles qu'elles sont, mais de retravailler ces formes de conscience et d'instiller des formes de pensée renouvelées qui permettent à nos interlocuteurs de penser différemment la situation et la relation à cette expertise, c'est-à-dire ici vos intervenants. Donc c'est très souvent que nous sommes dans des situations qui sont à reconstruire. Je ne sais pas, je ne vais pas faire un pourcentage parce que c'est pas... Mais c'est quasiment constamment que nous sommes là-dedans. Voilà. Alors, je dirais, c'est là où le jeu de l'écoute et de la parole va venir, parce que la question de l'écoute, ici, pour nous, justement, quand la demande d'expertise s'opère, c'est d'écouter, c'est pas d'entendre ce que dit la personne, mais c'est d'écouter ce que signifie ce qu'elle dit.
Et ce signifiant n'est pas toujours immédiatement identifiable. Ça demande du temps, ça demande d'être travaillé, ça demande d'être revenu. Et là, un des grands ressorts, une des grandes ressources sur lesquelles nous nous reposons pour faire ce travail de reformulation, c'est-à-dire d'abord d'écoute, de compréhension de ce qu'il y a derrière, et de reformulation de ce que peut-être la personne pense quand elle, ou en tout cas ce qui émerge comme élément de pensée, c'est l'appui sur la doctrine. C'est-à-dire on écoute, il y a une écoute où il y a une parole, mais cette parole, elle est structurée par des éléments conceptuels. C'est-à-dire qu'on apporte dans les discussions, on les distille, on n'envahit pas de concepts, mais on distille ce qu'on appelle des éléments de doctrine, c'est-à-dire des éléments qui ont été accumulés à travers le travail qu'a opéré Athémis maintenant depuis presque une quinzaine d'années, des éléments qui ont été suffisamment validés comme des éléments de concepts, et qui sont des concepts qu'on appelle opérationnels. Ce ne sont pas des concepts au sens abstrait de la théorie économique ou autre. C'est des concepts qui ont pris leur validité à travers l'intervention et qui, à un moment donné, donné au bon moment, permettent. C'est un peu comme l'ostéopathie. On attaque, on déplace un tout petit peu et on voit autre chose. C'est un déplacement des lunettes. On change les lunettes et nos interlocuteurs voient autre chose que ce qu'ils voyaient avant. Voilà. Et donc, il y a à la fois une logique d'écoute, mais il y a aussi dans les prises de parole qui sont les nôtres, c'est-à-dire dans l'échange que nous engageons, une façon de nous appuyer sur ce que nous appelons la doctrine, c'est-à-dire un ensemble de concepts opérationnels dont la validité et la solidité est toujours relative, mais en même temps, quand même, qui structure l'intervention et qui permet à ce que se construise une pensée. C'est ce que nous appelons passer des formes de conscience à des formes de pensée. C'est-à-dire, on peut avoir conscience d'un problème sans être capable de penser le problème. On peut avoir conscience du fait que, par exemple, le nucléaire, aujourd'hui, c'est très risqué. Oui, d'accord, mais comment penser la sortie nucléaire? C'est bien autre chose. On peut avoir conscience que dans telle ou telle situation, les gens vont tomber malades dans l'entreprise. Oui, d'accord, mais comment penser un dispositif qui... voyez. Donc, entre la prise de conscience de quelque chose et la capacité de transformer cette chose, c'est-à-dire de transformer les formes de pensée qui vont pouvoir agir sur cette chose, il y a un écart, et cet écart, là, le rôle de l'intervenant, c'est de donner les éléments qui permettent à notre interlocuteur de commencer à penser avec nous. Ça, c'est l'engagement de la doctrine. Alors après, les questions d'expertise, d'agrément, c'est les dispositifs institutionnels actuels qui fondent les problèmes de l'expertise. Alors on le voit à travers les appels d'offres, on le voit à travers les systèmes d'agrément. C'est des dispositifs institutionnels hérités de l'histoire, qui avaient un certain sens à travers des modes de développement économique et des rapports entre le privé et le public qui avaient un certain sens, et évidemment qui sont décalés par rapport à la dynamique économique actuelle, ce que nous appelons la dynamique servicielle, qui sont décalés et qui n'arrivent pas à prendre en charge et en compte l'importance des dimensions immatérielles des activités. Et ça gêne, c'est évident, ça gêne. Ça gêne, après c'est l'inventivité pour les contourner. C'est-à-dire, et là il faut avoir un peu d'aïkido, je veux dire, dans l'intervention, c'est-à-dire trouver des modes détournés qui permettent de retrouver des espaces dans lesquels la question de l'intervention retrouve une possibilité de déploiement qui seront toujours atrophiés par ces systèmes institutionnels, mais qui n'en limitent pas complètement parce qu'eux-mêmes ont leurs failles. Alors, juste pour, comment dirais-je, la question... alors, bon, la coopération, si vous voulez... la coopération existe toujours. Toujours. Le problème, c'est qu'elle n'est pas cultivée, développée, mise, prise comme orientation stratégique. Il n'y a pas de situation sans coopération. Voilà. C'est un peu comme l'écart entre le prescrit et le réel. Il y a toujours un écart entre le prescrit et le réel. Toute personne, dans son travail, fait face à cet écart. Il peut être petit, il n'utilise pas, bon, mais il existe toujours. La coopération, ça ne peut pas marcher sans coopération, y compris entre consultants, y compris dans des situations extrêmement concurrentielles. Le problème, c'est de repérer, d'identifier, de cultiver, de se consolider, et de trouver l'orientation qui permet de faire de cette question, non pas une question subsidiaire, mise de côté, mais une question stratégique et politique.
Ça demande aussi, bien entendu, de trouver des formes dans les cabinets et de cultiver pour soi-même cette question de la coopération. C'est pas toujours si facile, parce qu'il y a plein de difficultés. Mais à partir du moment où on la met en œuvre pour soi-même et qu'on la recherche ailleurs, et avec les intervenants, cet espace de la coopération est toujours présent. Bien entendu, ça ne signifie pas qu'on soit en capacité de l'employer, mais c'est important. C'est important parce que même dans le monde concurrentiel, la question de la coopération existe. Simplement, il faut enlever les feuilles mortes pour arriver à repérer et l'identifier et cultiver cette dimension-là. Pour terminer, suis-moi François, ces questions de forfait, de déconstruire le prix de journée, c'est à la fois déconstruire le prix de journée et reconstruire un processus politique. Il n'y a pas de déconstruction du prix de journée si derrière, il n'y a pas la construction d'un dispositif politique. C'est-à-dire de construire un dispositif qui est considéré comme légitime avec nos partenaires. On ne peut pas sortir du prix de journée si nos partenaires ne comprennent pas que derrière ce qui se joue ici, c'est un enjeu territorial et politique. C'est ce que j'appelle l'écosystème productif. Et si on n'est pas dans un engagement ou l'écosystème coopératif, s'il n'y a pas des formes d'engagement qui montrent qu'à travers une dépense qui va être considérée comme justifiable par des partenaires publics ou des partenaires privés, se construit quelque chose qui dépasse ceux qui sont engagés. Si ça, c'est pas vivant, alors on n'arrive pas à reconstruire une alternative au prix de journée. Donc le problème du prix de journée, c'est pas de déconstruire le prix de journée. Le problème, c'est de reconstruire un système légitime et pertinent. Dans ce système légitime et pertinent, il se posent trois types de questions. Quand on fait une intervention, est-ce qu'elle ne sert qu'à l'intervenant, ou elle ne sert qu'aux bénéficiaires ou à d'autres ? C'est-à-dire, quel est le système d'externalité positive de la forme d'intervention? Deuxièmement, est-ce que les cabinets qui sont engagés ne font que leur intervention ou font d'autres choses que l'on peut identifier après coup, sur lesquelles on peut avoir crédit que les consultants ou les intervenants vont le faire et qu'on va constater après, qu'on est en capacité ensuite d'identifier, de légitimer vis-à-vis de gens qui viendraient dire pourquoi vous n'avez pas fait des prix de journée. Et puis le dernier point, c'est que cela demande effectivement d'ouvrir la gouvernance de l'organisation. Il faut arrêter d'avoir des gouvernances des organisations enfermées sur l'organisation elle-même. D'une certaine manière, c'est la fin de l'entreprise. Voilà, c'est la fin de l'entreprise. C'est-à-dire, c'est de créer des dispositifs d'écosystème dans lesquels la question de la gouvernance va être partagée. Alors bien entendu, les professionnels de cette structure ont leur mot à dire et fort sur les orientations. Mais ils n'ont pas uniquement, eux, leur mot à dire. Et d'autre part, la structure n'appartient pas à une minorité d'actionnaires, mais l'actionnariat doit être socialisé. Alors, par exemple, les SIC, c'est des statuts qui commencent à se développer, c'est un bon exemple, mais on peut faire du bricolage institutionnel assez étonnant d'un point de vue juridique pour sortir des structures capitalistiques classiques et donc de faire de la question de la gouvernance des structures des choses qui échappent non pas à l'esprit entrepreneurial, parce que cet esprit entrepreneurial, il faut au contraire le développer, mais qui échappe au profit entrepreneurial, individualisé et privatisé. Voilà, quelques mots sur ces éléments. Peut-être juste deux remarques qui remontent sur les questions, notamment les deux dernières là. La question de la possibilité d'échanger, de coopérer entre cabinets ou entre professionnels qui se sentent pris dans un dispositif de concurrence. Bon, il y a des éléments qui viennent d'être dits, je n'y reviens pas et je pense que c'est essentiel, mais je voudrais juste pointer ceci en regard de ce que j'évoquais. C'est tout à fait pertinent de craindre l'échange si on se sent dans un dispositif concurrentiel. Ce serait même une connerie de le faire, puisque c'est livré aux concurrents qui ne sont pas loin d'être des ennemis, des outils qui leur permettent de vous abattre. Faut être un peu idiot, franchement. Mais ça suppose qu'on se sente en pertinence quand on se pense en concurrence. Et les conditions de ceci, c'est d'avoir une conception du métier réduite à une ingénierie, donc rapatrié à titre très fondamental dans un dispositif de type expert, intervenant sur des cibles identifiées dans des périmètres maîtrisables. Je ne vous la refais pas, on en vient.
Je pense que dans cette configuration-là, il y a tout à fait de la légitimité, et je dirais de la prudence, même si ça n'empêche pas qu'il y ait des échanges, mais qui se font alors dans des dispositifs du style congrès, colloque, machin comme ça, où c'est très filtré. Je veux dire, on ne laisse apparaître que ce qui peut se montrer, parce que ça organise aussi la réputation, le crédit, et sans menacer l'intimité des savoirs. Ça a du sens. Et de fait, alors, les échanges n'ont pas lieu, et pour les raisons que j'évoque. Par contre, si on est dans une dynamique différente, ce que j'évoquais, on ne peut pas progresser sans cet échange. Donc, s'y soustraire au motif de ce qu'on appellera une concurrence, c'est n'avoir pas compris ce dans quoi il faut se mettre pour faire ce qu'on veut faire. Ça s'appelle une erreur stratégique. Alors, des gens qui font des erreurs stratégiques, ça court les rues. Mais ce qu'il faut comprendre de cette réticence, de mon point de vue, renvoie à une absurdité. C'est-à-dire, c'est contradictoire. Par définition, ce qu'on montre de ce qu'on fait ne vous met pas en péril, ça vous donne le moyen, justement, de le consolider. Y compris dans la critique qui en sera faite, du tiens, t'aurais pas dû, tiens, et j'apprends quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ce qu'on peut recopier, c'est incopiable. C'est le benchmark là-dedans, ça n'a aucun sens. Et au contraire, invitez-y vos ennemis, ils vont plomber, ils seront plantés. Donnez-leur, faisez, et ils vont planter. Évidemment que ça ne marche pas, parce que ça ne relève pas de quelque chose qui s'applique. Donc dans cette dynamique-là, d'une intervention, encore une fois, que j'appellerais clinicienne, c'est par l'échange, par la communauté des pairs et tous les dispositifs de supervision, d'enseignement, de recherche, etc., c'est-à-dire la confrontation à des univers qui mettent à l'épreuve ce qu'on fait pour le construire et donc pour l'aguerrir, que ça se développe. Si on le pense comme inversement une mise en risque au motif que ça se répandrait, ben c'est gouré de film, quoi, c'est tout. C'est aussi bête que ça, si je puis dire. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde a compris, je suis d'accord avec vous, mais voilà, il ne faut pas se laisser abuser par ce réflexe qui effectivement domine, mais dont il faut surtout entendre que soit ça signifie que les gens désignent par là le type d'appartenance professionnelle qu'ils cherchent à protéger et qui n'est pas du tout illégitime, mais qui est celui-là. Si par contre ils le font dans une dynamique où ils prétendraient à une autre dynamique, là ils sont dans la faute, ils sont dans l'erreur. Alors ceci dit, dans ce cas de figure, c'est très souffrant pour ceux qui sont dedans, hein, parce que précisément, ça n'aide pas. Et juste un mot pour terminer, à propos des histoires d'expertise CHSCT dont parlait Marie. Je pense que c'est une expression qui est, pour le coup, précisément énigmatique, parce que s'il y a une chose dont on est sûr, c'est que les expertises CHSCT ne font pas d'expertise, au sens expert dont on parlait. Alors, c'est un peu faux, parce qu'il y a des domaines sur lesquels ils peuvent en faire, une expertise sur du bruit, etc., oui. Mais dans beaucoup de cas, sur les questions d'organisation, etc., ce n'est pas de l'expertise au sens habituel. Bon, le mot est consacré, c'est un dispositif institutionnel qui a pris ce nom-là, et qui est essentiellement, il faut le comprendre comme ça, comme une ressource qu'une société est capable de mettre en place. C'est assez intéressant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui le font, hein, donc c'est fragile ces affaires. Et qu'on peut le critiquer, c'est évidemment nécessaire, mais ce serait dommage que ça aille jusqu'au point que ça parte. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui se fait là. Qu'est-ce que c'est normalement une expertise CHSCT? C'est une ressource qui est donnée dans le registre plutôt d'une puissance, c'est-à-dire quelque chose qui va libérer, en débloquant, en ouvrant un angle, une capacité d'acteurs à se ressaisir d'une question, justement sur laquelle ils ont perdu la main, ensemble. Normalement, ça sert à ça. Donc ça n'a pas d'effet à son échelle, c'est précisément dans des effets à état final non connus d'avance, et dans des dispositifs qui cherchent à permettre aux acteurs de s'en recharger. Alors après, ça prend toutes les formes de fait dans lesquelles ça peut être totalement trahi, ça. Et donc contredit et fabriqué dans le contraire, bien entendu. Je pense que ça n'enlève pas le principe. Et ce qui doit inspirer ceux qui sont dedans. J'ajoute que par ailleurs, il n'est pas écrit dans le marbre que les structures qui font des expertises CHSCT doivent ne faire que ça. Et donc la question, c'est évidemment, quand elles ne font plus que ça, alors il y a de fait un registre dans lequel se construit une espèce de logistique de répétition du même dans un dispositif très cadrant, et qui là effectivement invite à une certaine ingénierisation du social,
ce qui est le contraire de ce qui était au départ dans l'esprit du législateur, qui était là pour donner de la capacité politique. Bon, ben voilà, on a un cas possible d'un retournement d'une logique qui, par un effet de gouvernance discutable, peut produire des choses qu'on regrette. Donc, en bon ergonome, on va avoir le souci des conditions de travail de ceux qui vous attendent maintenant pour prendre un verre et quelques petits fours. C'est au 2e étage, donc si vous avez la force de monter, vous n'en regretterez pas. Merci à tous. Merci Alain.